bienvenue à ce nouveau Science en Tourne. On va essayer de répondre à une question toute simple aujourd'hui. C'est pourquoi quand on ouvre notre robinet, on ne se pose pas la question de savoir si l'eau que l'on boit est potable, si elle est polluée. Des chercheurs de l'Université de Tours se sont posé cette question. Plus précisément, est-ce que l'eau qui est disponible, les ressources naturelles sont polluées? Et entre autres, ils sont allés voir en Inde, pays émergent, comment ça se passait chez eux. Eh bien, je vais vous présenter mes collègues. Marc Desmad, géologue au laboratoire et qui est responsable du projet qu'on va développer. Et Christine Fauvel-Aymar, économiste, qui travaille sur l'importance des politiques de développement urbain sur la qualité du milieu. Nous, on travaille en particulier sur la contamination des eaux, alors eau des rivières, eau et sédiments, mais ça peut être aussi les sols. Et on cherche à savoir d'où ça vient, le comportement de ces contaminants dans les différents réservoirs, et puis parfois même on va jusqu'au transfert de ces contaminants depuis les sols, les sédiments vers les ressources en eau. Donc l'objectif en fait du projet Water Pondy qu'on va vous présenter. Alors Cécile évoquait le sédiment tout à l'heure. En fait, c'est une façon polie de parler de cette vase, une vase qui ne sent pas très très bon, hein. Mais pour nous, c'est vraiment notre or blanc. On n'est pas des glaciologues, mais cette vase sédimentaire, cette vase qui est au fond des fleuves, elle contient énormément d'informations. Et pour bien la stocker, pour bien l'archiver, pour bien l'étudier, il faut la mettre dans une chambre froide. Alors le programme Water Pondy, comme tout programme de coopération internationale, à la fois en recherche et en formation, c'est d'abord une grande aventure humaine et scientifique. Le laboratoire GECO, c'est une histoire d'une trentaine d'années à peu près, hein. Un laboratoire qui a accumulé beaucoup de données sur la pollution des fleuves. La pollution des fleuves, que ce soit la Loire, le Rhône, la Seine, d'autres projets actuellement sur la France. Et donc les chercheurs du laboratoire se sont posé la question de la pollution dans d'autres régions du monde. Actuellement ici en France et en Europe, les fleuves sont en résilience, c'est-à-dire que la qualité des eaux s'améliore au fil des années. Eh bien, le laboratoire s'est posé cette question, est-ce qu'effectivement en Inde ou ailleurs, dans d'autres régions du monde, les fleuves, les grandes masses d'eau vont mieux qu'avant, ou est-ce qu'au contraire, elles sont de plus en plus polluées ? Alors ce projet Water Pondy, comment il est né ce projet? Il ne faut pas imaginer des chercheurs dans leur laboratoire à identifier une question scientifique et puis à y réfléchir, à avoir un développement méthodologique, quels outils, quels résultats attendus. Non, en fait, ce sont surtout en fait, les projets de recherche, et c'est comme ça qu'on a d'ailleurs les meilleurs résultats scientifiques, ce sont des opportunités, des rencontres. Et cette rencontre et ces opportunités, c'est un cadre un peu particulier, ici en région Centre-Val de Loire. On est ici à l'Université de Tours. Et la région Centre-Val de Loire a des programmes de coopération décentralisée. Alors qu'est-ce que c'est qu'un programme de coopération décentralisée? Ça veut dire que la région Centre-Val de Loire a choisi de travailler avec telle ou telle province ou État d'un pays éloigné. En l'occurrence ici, le Tamil Nadu. Et donc il y a quelques années, bientôt 10 ans en arrière, on a fait cette rencontre avec nos collègues de la région Centre-Val de Loire, d'autres collègues. Et voilà comment le projet Water Pondy a démarré. Et 8 ans plus tard, nous sommes ici sur les résultats de ce programme de recherche. Alors dans ce projet, on a des objets communs de recherche, comme notamment les lacs. Alors il y a un lac, le lac de Canagan, qui est situé dans la frange urbaine de Pondichéry, sur lequel travaillent mes collègues de géosciences. Ils vont y faire du carottage, des carottes pour mesurer les niveaux de contamination dans le temps. Ce lac a aussi comme intérêt d'être localisé dans la frange urbaine. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer la manière dont l'urbanisation se développe. Et ça intéresse d'autres collègues, comme par exemple Frédéric Landy, qui lui travaille sur la perception de l'eau parmi les populations, sur des jeux d'acteurs.
Et finalement, toute la richesse du projet Waterpondy, c'est cette pluridisciplinarité sur un objet commun, l'eau, les eaux urbaines. Alors l'urbanisation, toute la question, c'est que l'implantation des nouvelles populations liées à la croissance de la ville ou à l'arrivée de nouvelles personnes va se faire notamment dans une frange urbaine où l'habitat va se construire. Et en Inde, ce qu'on constate, c'est que dans une partie de cette frange urbaine, l'habitat se développe sans qu'il y ait véritablement de planification urbaine, c'est-à-dire sans qu'il y ait au préalable une mise en place des infrastructures de collecte des déchets, des eaux usées et des déchets, et pour traitement. Et du coup, on comprend alors que cette urbanisation sans planification urbaine peut avoir des conséquences sur la contamination que l'on va mesurer dans cette frange urbaine et dans les eaux urbaines de cette frange. Alors pourquoi une économiste dans ce projet ? Tout simplement parce qu'une des sources des contaminations qu'on va mesurer est liée aux activités urbaines, activités économiques, les activités des humains qui vivent dans les villes. Et c'est ces contaminations que mes collègues géosciences vont mesurer, notamment dans les sédiments, et qu'on va tenter d'expliquer en lien avec l'urbanisation. Depuis des siècles, en Inde du Sud, les sociétés villageoises, souvent sous l'égide d'un prince, d'un roi, d'un temple, ont construit des étangs qui servent à irriguer le riz et à prolonger la saison des pluies. Ces étangs sont connectés souvent les uns avec les autres et en amont, il y a toujours une rivière qui les alimente. Désormais, ces étangs n'ont plus guère de raison d'être, puisque soit l'agriculture est irriguée désormais par forage, grâce à l'eau souterraine, avec des puits à pompe électrique, soit carrément l'agriculture a complètement disparu si ces étangs ont été rattrapés par la croissance urbaine. La région de Pondichéry n'échappe pas à la règle. C'est pourquoi le projet Waterpondy a choisi d'étudier 2 étangs, l'un en situation complètement urbaine, mangé véritablement par l'urbanisation, sans qu'il n'y ait plus d'agriculture autour, c'est le lac de Kanagan, et un deuxième lac beaucoup plus vaste, le lac d'Ousteri, ou qu'on appelle aussi Osudu, qui lui a encore de l'agriculture sur sa partie sud, mais les canaux qui partent de ce lac pour abreuver les rizières n'ont plus guère de fonction, étant donné que les agriculteurs qui demeurent, les rares agriculteurs qui demeurent, utilisent l'eau souterraine qui est beaucoup plus stable et assurée pour leurs rizières. Ces 2 étangs se trouvent dans une situation assez déplorable. Leur eau est polluée ou bien il n'y a plus d'eau du tout avec beaucoup de prélèvements. Beaucoup des berges ont été empiétées par des constructions plus ou moins illégales. Pourquoi cette situation ? Il y a 2 manières de voir. La première, la plus évidente, c'est de penser à la vitesse de l'urbanisation indienne, et notamment de Pondichéry, et à toutes les menaces qui pèsent sur ces étangs. Vous avez 2 collèges, 2 CHU qui ont déversé au moins pendant un certain temps leurs eaux polluées dans le lac. Vous avez une usine de traitement des eaux qui ne fonctionne pas dans le cas de Kanagan. Vous avez tous les canaux qui amenaient l'eau à Kanagan qui désormais sont coupés par des constructions, des routes, etc., etc. Donc ça, c'est la manière de voir la plus évidente. L'autre manière de voir, c'est de se dire que, ok, on peut essayer de protéger ces étangs et de sauver ce qui peut encore l'être. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle raison d'être à ces étangs, étant donné qu'ils ne servent plus à rien, ils ne servent plus à irriguer, ils ne servent plus officiellement à limiter les inondations ? Est-ce que essayer de protéger la nature en ville, comme par exemple ce beau paysage, est-ce que c'est un mot d'ordre suffisant pour motiver les acteurs locaux et les pouvoirs publics au nom de la protection de la biodiversité, au nom de la protection de l'environnement si fragile et si précieux dans le monde urbain ? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes mots qu'en France ? Eh bien la réponse, c'est sans doute non. On est dans une culture où la notion même de paysage est très peu présente, dans sa dimension esthétique, dans sa dimension de panorama.
On a une vision souvent très utilitaire du paysage. Un espace naturel, il doit servir à quelque chose. On peut pêcher dans un lac, on peut aller chercher du bois sur ses berges. Si tout cela est interdit au nom de la protection de la nature, ou si tout cela est impossible en raison de la pollution qui rend les poissons incomestibles, eh bien il n'y a plus aucune utilité aux yeux de certains pour ces lacs. Et alors autant les faire disparaître, autant construire dessus. On a besoin de place, on a besoin de terrain à bâtir. Donc il faut trouver d'autres raisons d'être, à mon avis, à ces lacs pour vraiment motiver les populations locales et les pouvoirs publics. D'autres utilités évidentes, que ce soit attirer des visiteurs, du tourisme, créer une réserve d'oiseaux comme dans le cas d'Oustéry, approvisionner la ville en eau potable comme c'est aussi un projet d'Oustéry. Le problème, c'est que les acteurs n'ont pas tous les mêmes scénarios en tête, les mêmes préférences, et que ces scénarios sont parfois incompatibles. Par exemple, approvisionner Pondichéry en eau potable et en même temps faire du bateau et avoir une réserve d'oiseaux à Oustéry, ce n'est pas forcément facile à concilier si toute l'eau va à abreuver le million d'habitants de l'agglomération. Alors tu vois Marie-Laure, ici on est au bord du Cher, au cœur de la métropole de Tours. Le Cher, comme la Loire, comme l'Indre, ce sont des grands cours d'eau qui traversent la région Centre-Val de Loire. Et on a beaucoup de chance dans notre région et aussi dans notre monde occidental. C'est que finalement nos métropoles, et nous vivons principalement là où se trouvent les grands cours d'eau. Et pour avoir de l'eau potable, tu parlais tout à l'heure de l'eau du robinet, de la qualité de l'eau et qu'on puisse boire de l'eau potable. Encore une fois, c'est une chance incroyable parce que cette eau potable, finalement, un forage, et il y en a beaucoup de forages ici à Tours, il y en a à Blois, il y en a à Bourges, il y en a à Orléans, dans toutes ces grandes villes au bord de grands cours d'eau, et bien ces forages, à 10 mètres de profondeur, vont rejoindre la nappe. Cette nappe qui est de très bonne qualité, ce sont effectivement de l'eau de rivière qui traverse et qui percole dans ces alluvions. Il y a peu de traitement et cette eau, elle est pratiquement directement consommable. Un tout petit peu de traitement, pas grand-chose. En revanche, quand on va en Inde ou quand on va dans des régions en Asie du Sud-Est ou en Afrique, la problématique est complètement différente. D'une part parce qu'effectivement, le régime de précipitation n'est pas du tout le même. Il pleut en Inde une fois par an, et c'est une période de mousson. Et pendant 10 mois, c'est une grande sécheresse. Et donc l'eau, où est-ce qu'ils vont la chercher? Ils vont la chercher en mer. Il y a des grandes usines de désalinisation. Et puis il y a des forages aussi qui descendent à 140, 150 mètres de profondeur. Donc on n'est pas si loin du projet Water Pondy. Cette qualité de l'eau, elle est vraiment, c'est la ressource principale qui nous préoccupe. C'est celle qui va nous préoccuper dans les siècles à venir. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur les bords du Cher avec ce barrage ici en arrière-plan. À la fin du siècle dernier, la ressource en eau profonde, la nappe du Cénoméen, a été surexploitée. Elle a diminué en termes de niveau et sa recharge était trop lente pour pouvoir la réalimenter. C'est pour cela qu'il a été privilégié au cours des années 2000 la mise en place d'usines et de traitements sur la Loire et l'interconnexion des réseaux pour pouvoir alimenter le plus de monde possible, les 300 000 habitants de la métropole, à partir de cette nappe alluviale, celle de la Loire. À Tours Métropole Val de Loire, l'eau provient de 2 ressources principalement. L'une, une nappe profonde dite du Cénomanien, et l'autre, c'est principalement la Loire qui fournit à Tours Métropole. L'eau est ensuite pompée, puisée, pour être traitée dans des usines de traitement. Ces usines sont constituées de filtres à sable, de filtres à charbon actif ou d'ozonation, qui permettent d'éliminer l'ensemble des impuretés et de la désinfecter. Ensuite, elle est chlorée, puis stockée en hauteur. Et enfin, elle est distribuée par un système de canalisation qui fait à peu près 1900 km à Tours Métropole. Alors l'eau du Cher est claire, elle est même très claire, elle est claire depuis quelques mois, quelques années, voire quelques décennies. La qualité de l'eau s'améliore, elle s'améliore réellement ici à Tours, dans tous nos cours d'eau. Pourquoi est-ce qu'elle s'améliore? Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. On a fait beaucoup d'efforts, les collectivités locales, les pouvoirs publics, les gestionnaires, et cette pollution disparaît petit à petit. Alors la pollution, ça se mesure. Et nous travaillons sur ces grands cours d'eau, ici à Tours
ou à Pondichéry, ou en Inde, ou dans d'autres zones d'Asie, on travaille sur une pollution qui n'est pas visible, une pollution invisible. Cette pollution invisible, c'est celle qui est liée aux métaux lourds, aux micropolluants organiques. Ils sont présents ici dans nos cours d'eau, mais ils sont présents également dans des cours d'eau en Inde et à Pondichéry. Sauf que la vraie différence, c'est qu'ici, parce qu'effectivement nous avons eu des politiques très incitatives et une réglementation qui fonctionne très bien, les cours d'eau s'améliorent, nous sommes en pleine résilience. C'est le concept de résilience qui s'applique aux cours d'eau. Eh bien, c'est tout le contraire dans des pays qui sont en pleine émergence, où les fleuves et les cours d'eau, eux également, sont en émergence, où la pollution, qu'elle soit visible ou invisible, tend à augmenter depuis quelques mois, quelques années, quelques décennies. Le lac d'Oustéry est en fait alimenté par 2 canaux qui viennent de la rivière voisine. Et ces canaux en fait, vont dépendre du niveau dans la rivière, qui, quand il est suffisamment élevé, permet de recharger le lac. Mais donc la gestion de ces canaux est tout à fait cruciale car elle permet un maintien du niveau d'eau dans le lac d'Oustéry. Donc pour faire face aux problèmes de ressources en eau, dans l'Inde du Sud, ils ont une technique d'accumulation d'eau à travers des bassins et des réservoirs qui ont 2 objectifs en fait. Le premier objectif est d'assurer l'irrigation dans la zone aval à travers des vannes. Et le deuxième objectif en fait est de recharger la nappe sous-jacente par infiltration. La pression sur ces lacs augmente depuis quelques décennies à cause de l'activité humaine autour de ces retenues d'eau. Et donc c'est crucial d'avoir la dynamique et un suivi de cette ressource. C'est pour ça que dans le projet Waterpondy, mon rôle était de comprendre les flux entrants, les flux sortants, afin de quantifier la ressource et d'estimer l'évolution dans le temps. Donc ces histoires de bilan, dans la théorie, c'est très joli, mais en pratique, c'est parfois compliqué. Notamment dès que ça touche au domaine souterrain, où on n'a pas accès directement, il faut utiliser des données détournées pour pouvoir estimer les différents flux. Ici, on utilise des données satellites qui sont disponibles gratuitement en ligne. Donc ces données satellites, en fait, on va les utiliser pour quantifier les différents éléments du cycle de l'eau. On ne va pas prendre en compte la précipitation, mais ici, on considère que le lac doit être suivi. Donc on a les images satellites qui nous servent à définir les extensions de surface en eau du lac, mais il reste aussi l'évaporation et le pompage. Et pour cela, on va essayer de déterminer les surfaces irriguées qui utilisent de l'eau souterraine comme irrigation. Et donc pour cela, on utilise des données de radar ou multispectrales qui sont toutes disponibles en ligne. Donc sur le lac d'Oustéry, ce qu'on fait concrètement, c'est de suivre ces surfaces en eau qui évoluent en fonction du temps. Comme on a la cartographie du fond du lac, on arrive à avoir une profondeur, donc un volume. Et ce volume qui évolue dans le temps, lors des phases de descente, donc de diminution de volume, on peut attribuer la part d'évaporation et la part d'infiltration. Donc ça nous permet d'avoir l'évolution de la filtration en fonction du temps et de l'espace quand le lac se remplit. Donc ce qu'on a vu déjà avec les premiers résultats, c'est que ce lac est en fait très dépendant du climat et il n'y a que lors des grosses moussons qu'il arrive à vraiment se remplir et être optimal. Donc en Inde, il y a un système climatique à 2 saisons, avec une saison sèche et une saison humide, la mousson, où il pleut pendant 4-5 mois. Et cette pluie permet de recharger les rivières temporaires qui coulent au sud de l'Inde notamment. Et ces rivières sont utilisées ensuite pour recharger les bassins et les réservoirs. Alors, mes collègues de géosciences vont permettre d'avoir des mesures de contamination, à la fois des mesures sur le territoire de Pondichéry, à différents endroits de ce territoire, et aussi une mesure temporelle, de l'évolution temporelle de ces niveaux de contamination. Et toute l'idée, c'est d'essayer d'expliquer avec des données socio-économiques ces niveaux de contamination. Alors pour cela, il y a 2 types de données qu'on peut utiliser. Tout d'abord, les données qui sont issues du recensement ou des recensements indiens, et qui donnent des informations sur les types d'habitats, notamment le fait que les ménages sont connectés ou pas au réseau d'eau d'évacuation des eaux usées, etc. Ça, c'est un premier type de données. Et on a aussi essayé de travailler sur des données, des mesures de la croissance urbaine, et notamment de la croissance de cette frange urbaine qui nous intéresse tout particulièrement. Et pour ça, on a travaillé avec des images satellites qui nous permettent très finement de mesurer la manière dont cette frange urbaine s'étend.
Et on s'aperçoit à travers cette étude des images satellites que la croissance urbaine a vraiment débuté au milieu des années 90 et s'est fait très 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 vite. Il y a vraiment une explosion de la frange urbaine et du coup on comprend bien toute la difficulté pour les autorités de suivre par le développement urbain, par les politiques urbaines, cette croissance si rapide de la ville de Pondichéry. Les eaux urbaines à Pondichéry sont polluées. Elles sont polluées, qu'il s'agisse des canaux et puis également du lac de Canagan. Toutes les eaux de surface sont polluées. Elles sont visiblement polluées, effectivement, quand on se rend à Pondichéry ou dans d'autres grandes villes indiennes, on y voit ces plastiques. Mais nous, encore une fois, nous avons travaillé sur cette pollution invisible, sur les métaux lourds et les micropolluants organiques. Alors les métaux lourds que l'on a dosés à Pondichéry nous ont permis d'identifier des traceurs urbains. Ces traceurs urbains de cette pollution et essayer de préciser l'empreinte géochimique que la ville a sur les cours d'eau, sur les canaux et sur le lac de Canagan. À propos de métaux lourds, quelle ne fut pas notre surprise à Pondichéry d'avoir des découvertes dans les sédiments de canaux et du lac de Canagan des nanoparticules d'argent. Alors bien sûr, ce sont des quantités infimes, mais que font ces nanoparticules d'argent au fond des canaux et au fond du lac de Canagan, piégées dans les sédiments, dans cette vase? Eh bien, ce sont en fait, ces nanoparticules d'argent sont utilisées dans des contextes qui sont des contextes très différents, mais qui permettent d'être des formes d'antibactériens ou d'antifongiques. Dans les textiles, il y a effectivement une filière textile très importante au Tamil Nadu et en Inde. L'origine probable de ces nanoparticules d'argent et également dans les produits de soins qu'on utilise au quotidien aussi et qui peuvent être fabriqués sur place. Il y a des nanoparticules d'argent. Donc vous voyez finalement, en termes de conclusion, si on a quelque chose à résumer à propos du programme Water-Pondy et de la pollution des fleuves, c'est qu'on ne peut pas transposer nos méthodes et nos problématiques scientifiques entre notre environnement ici à Tours dans nos régions et un environnement tel que celui que l'on a à Pondichéry. Nous sommes arrivés au terme de ce programme de recherche. Pratiquement au terme, dans quelques mois, nous aurons la chance de faire un meeting de conclusion où on évoquera toutes les conclusions scientifiques et on aura à nouveau l'occasion d'échanger avec nos collègues indiens. Un programme particulièrement riche parce qu'un programme international, c'est aussi des échanges interculturel et donc une grande aventure humaine et scientifique. Voilà une des grandes richesses du programme Water-Pondy. Un autre aspect du programme Water-Pondy, c'est le caractère transdisciplinaire de ce programme. C'est-à-dire qu'effectivement, avec nos partenaires indiens et également avec nos partenaires français, nous avons travaillé dans des domaines très variés, la sociologie, la géographie, l'aménagement du territoire, la géochimie, les sciences de l'eau, la géologie, les économistes. Donc voilà un programme qui a donné beaucoup de résultats, des programmes que nous continuerons à exploiter dans les années à venir et qui vont nous permettre d'aller encore un peu plus loin avec de nouveaux appels à projets et nous continuerons à coopérer au Tamil Nadu et en Inde sur d'autres aspects autour de la ressource en eau.